j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle update lecture. Et cette fois, il y a un peu moins de thrillers que d'habitude. Je vais commencer tout de suite avec ma dernière lecture, donc Les Saisons de la Tempête de El Cosimano aux éditions de Zaxus. Ceux qui ont suivi les éditions de Zaxus sur les réseaux sont au courant que durant un certain temps, notamment lors de la publication de ce roman, il y avait des problèmes de traduction pour ces éditions-là. Et effectivement, clairement, dans ce livre-là, on l'a bien vu parce qu'il y a des phrases qui n'ont aucun sens. Alors, c'est clairement pas l'entièreté du roman, hein. Je m'en suis aperçue 2 ou 3 fois seulement. C'est dommage, mais ça m'a pas empêché de lire le roman. Ça m'a peut-être un peu énervée sur le moment, mais bon, les éditions de toute façon se sont repris en main et normalement on n'a plus ce problème-là. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, c'est pas un coup de cœur, loin de là. J'ai mis énormément de temps à rentrer dans le livre. Parce que je trouvais que le rythme était quand même assez lent. Il se passait pas grand-chose. Si je vous le résumais, ce serait bien aussi, non ? Dans les Saisons de la Tempête, les saisons sont incarnées par des humains. Enfin, des personnes qui sont mortes et qui, au moment où elles sont mortes, se sont vues proposer un choix par Gaïa, la divinité de la Terre, qui lui a dit si tu veux continuer à vivre, je t'insuffle ma magie pour que tu incarnes une saison, et en échange, tu continueras ta vie, mais genre sous mes ordres en fait, selon ce que moi je décide, selon mes règles, et donc tu vivras lors de ta saison. Donc par exemple, ensuite Jack qui est un hiver, donc il vit uniquement en l'hiver. Et quand arrive le printemps, on a Fleur, donc, qui est celle le printemps de son cycle, qui doit le tuer pour pouvoir prendre sa place. Et donc en attendant, on lui retourne dans une stase en attendant de revenir sur Terre en hiver. Voilà, donc c'est un espèce de cycle. À chaque fois, il y a 4 saisons qui sont amenées à changer en fonction d'un classement. Bref, voilà. Pas rentrer dans les détails. Mais il se trouve que Fleur et Jack, en fait, sont amoureux. Or, ils ne peuvent absolument pas vivre en même temps, puisque Fleur doit tuer Jack pour survivre sur Terre. Donc, en fait, c'est juste impossible qu'ils soient au même moment tous les deux. Sachant qu'en plus, il y a une règle qui leur dit qu'ils n'ont pas le droit de se toucher et encore moins de s'embrasser. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils savent juste que c'est interdit. Et donc, ils vont commencer à se rebeller, à se poser énormément de questions sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe si on se touche, est-ce qu'on peut survivre autrement que comme ça, est-ce que vraiment on est obligé de tuer l'autre, etc. Et ils vont être amenés à s'enfuir avec des amis à eux, qui sont donc les autres saisons de leur cycle. Ils vont s'enfuir tous ensemble, et donc essayer de sortir de ce système enfin pas de cycle, parce qu'il y a toujours un cycle, mais ce système de il faut tuer pour survivre en fait. Et donc c'est leur histoire. Donc comme je l'ai dit, ça met énormément de temps à se mettre en place parce que justement il faut du temps à Jack pour comprendre ce qui se passe réellement, ce qu'il en est, ce qui va se passer s'ils se touchent, est-ce qu'ils ont le droit ou pas. Et donc une fois qu'il connaît tout ça, ils peuvent s'enfuir tous ensemble. Mais avant d'en arriver là, c'est lent. Et une fois qu'on a passé ce point-là, c'est bon, le roman est lancé, on n'a plus envie de le lâcher. Donc j'ai quand même beaucoup aimé ce roman. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Maintenant, la fin me dit qu'il aurait clairement pu se suffire lui-même. Je sais pas si c'était déjà prévu au moment où l'autrice a écrit le tome 1, elle avait déjà dans la tête le tome 2. Mais pour moi, en fait, j'ai lu rapidement le résumé du tome 2, et pour moi, en fait, on aurait pu carrément s'arrêter à la fin du tome 1. Ça aurait été une histoire très bien, il n'y a pas besoin de la suite. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que ça va être, si ça va être aussi intéressant ou pas. Peut-être qu'au final, ça a rajouté un vrai plus. Donc, je suis un peu en mi-mal sur est-ce que c'était vraiment nécessaire d'écrire une suite à ce sujet-là, sachant que la suite sort en octobre, je crois, aux éditions de Zaxus toujours. Donc, c'est les saisons du chaos. Ensuite, je vais vous parler d'une nouvelle, donc Remove de Valentin Auwerx. J'espère que je le dis bien. De toute façon, vous aurez la couverture ici puisque je ne l'ai pas sur moi.
puisque c'est un service presse que j'ai eu sur simplement.pro et que du coup, je l'ai pas eu en physique. Donc c'est une nouvelle qui se lit très 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 rapidement, dans laquelle en fait on suit un personnage qui se réveille dans un institut, mais il ne sait absolument pas quel est cet institut, il ne sait même pas son nom, il ne sait pas comment il est arrivé là, enfin vraiment il ne se rappelle de rien du tout. Tout ce qu'il sait c'est qu'il voit sur les murs marqué partout remove, donc il ne sait pas ce que ça veut dire. Et il va essayer de comprendre au fur et à mesure ce que c'est. Alors, ça va être très dur de ne pas vous spoiler du coup, mais déjà c'est une nouvelle avec énormément de violence. Ce n'est pas de la violence inutile, clairement, elle a toute sa place là, parce que quand on a le dénouement de l'histoire, on comprend pourquoi il y a toute cette violence, et tout prend son sens à la fin. Donc j'ai vraiment adoré cette nouvelle, j'ai trouvé qu'elle était très originale et qu'elle mettait en lumière un sujet d'actualité, enfin d'actualité non, mais un sujet important. Mais je ne peux absolument pas vous dire lequel, parce que je vous spoilerai entièrement en fait. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller la lire, d'aller la découvrir. Je peux pas vous dire grand chose de plus, mis à part que les personnages dedans sont très bien construits, sont détaillés. On comprend qui et leur spécificité, on va dire. Le seul petit regret que j'ai, c'est que j'aurais bien aimé une version plus longue, en fait, que le sujet soit plus développé. Ensuite, je vais vous parler d'une BD, ça faisait longtemps. Donc c'est Nourrir l'humanité de Sylvain Auberg et Miki Montillo, qui est une adaptation des Futurs de Liu Cixin, qui sont des romans d'anticipation et qui ont été adaptés en BD. Donc il y en a énormément, j'en vois au moins 15 derrière. Il y en a 15. C'est pour ça que j'en vois au moins 15. Ça, c'est le troisième, mais vous pouvez tous les lire indépendamment les uns des autres. Pour vous donner une idée des images, on a des choses comme ça. Donc les images sont vraiment ultra belles. C'est vraiment le genre de dessin que j'adore. Pour ce qui est de l'histoire, on suit 13 des plus grandes personnalités du monde qui engagent un tueur en gage pour tuer des personnes choisies au hasard. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que ce serait pas par hasard lié aux masses d'argent qui tombent du ciel du jour au lendemain, aux primes qui sont accordées à des gens comme ça? Ou est-ce que c'est lié au fait que des extraterrestres survolent la Terre et n'arrêtent pas de les harceler pour pouvoir vivre sur Terre justement, et apparemment ils leur imposaient des conditions qui seraient peut-être en rapport avec ça. Comme je l'ai dit, les dessins sont vraiment très bien, au niveau de l'histoire elle est vraiment très bien aussi. On remet en question des choses comme... Enfin, remet en question, c'est plutôt une critique de l'inégalité de la répartition des richesses sur Terre. Donc, qui sont représentées là avec les 13 plus riches personnes qui font un peu ce qu'elles veulent parce qu'elles ont tout le pouvoir en fait tout simplement. Et donc c'est est-ce que la situation serait mieux si au final il n'y avait pas ces inégalités là en fait? Si tout le monde avait la même chose, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. C'est très très raccourci parce que évidemment je ne veux pas vous spoiler, je vous laisse aller le découvrir. Le seul approche que je peux faire à cette BD, c'est que comme c'est une adaptation, on sent que justement ça a été adapté et que l'histoire ne se prête pas forcément au format de base, ce qui fait qu'on a une histoire qui est survolée un peu. On aurait aimé plus de détails. Donc je pense que c'est une bonne entrée en matière si vous ne connaissez pas les futurs de Liu Cixin et que vous vous intéressez à tout ce qui est anticipation, science-fiction, etc. ou dystopie. Pour voir si l'histoire peut vous plaire et ensuite vous diriger vers les romans, parce que je pense que les BD en elles-mêmes ne se suffisent pas à elles-mêmes. Après, j'en ai lu qu'une, donc Nourrir l'humanité, il y en a 15 comme je vous ai dit, donc peut-être que je suis juste tombée sur la mauvaise qui m'a donné cette impression-là, et peut-être que les 14 autres sont super bien adaptées. C'est possible aussi. Ensuite, je viens vous parler de La Malédiction de Dragonblood, le tome 5, donc qui n'est pas le dernier roman sorti à ce jour, puisque quand je tourne cette vidéo, je viens d'acheter le 6, qui est donc l'avant-dernier. Donc on s'approche de la fin de la saga, et effectivement, dans ce tome, on commence à avoir les clés pour vraiment finir l'histoire.
Pour rappel, dans la maison de Dragon's Blood, on suit Samuel qui du jour au lendemain enfin du jour au lendemain non, qui veut se suicider, mais qui va, au lieu de se suicider, va se retrouver dans un château entouré des fantômes de ses descendants qui lui disent qu'ils ont besoin de son aide parce que une sorcière leur a jeté une malédiction qui fait que tous les descendants sont bloqués dans ce château, qu'ils ne peuvent pas connaître l'au-delà, etc. Et qu'ils ont besoin de lui parce que à chaque descendant qu'elle bloque dans le château, il y a une porte qui ouvre sur la vie de cette personne-là. Et donc, ils ont besoin qu'une personne vivante aille dans chacune de ces portes en espérant tomber sur celle du descendant. Je dis descendant depuis le début, c'est pas les descendants, du coup, c'est les ascendants, les ancêtres, voilà. En espérant. Donc, je me suis embrouillée. Samuel doit trouver la porte qui mène vers l'ancêtre ultime, le tout premier qui a lancé cette malédiction pour l'empêcher de faire du mal à cette sorcière et donc empêcher le fait qu'elle lance cette malédiction plus tard. Voilà, c'est très très résumé. Du coup, on en est au tome 5. Jusqu'à maintenant, dans chaque tome, on avait 2 voyages donc de 2 ascendants différents. Ça fait bizarre de dire ascendants, 2 ancêtres différents. On en a encore 2 dans celui-ci, mais on commence à vraiment à déjà explorer un peu la vie des autres sans forcément passer par les portes. On commence à avoir des clés de la fin de l'histoire. Donc vraiment, ça commence à se mettre en place. On n'est plus vraiment dans de la contemplation seulement du passé, en fait. Ce qui est drôle et ce que j'ai aimé dans cette saga. Mais on aurait pu vite tourner en rond. Donc je suis quand même contente que la saga se termine. Et enfin un dernier roman que je n'ai pas sur moi puisque c'est Le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue. Vous l'aurez de toute façon là parce que je ne l'ai pas. Donc qui est aux éditions Les Presses de la Cité. On nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un hôpital lors de la guerre en Irlande, durant laquelle l'Irlande est ravagée par la grippe espagnole, pardon, j'allais dire la peste, pas du tout, pas la même période, par la grippe espagnole. Et donc, elle travaille dans un hôpital où elle travaille au service des femmes enceintes, donc au service de maternité, mais au service de maternité pour les femmes qui sont atteintes de la grippe, justement. Et donc, c'est son histoire. En fait, on va suivre particulièrement 3 jours de sa vie. Où on va voir ces journées mouvementées au possible, ses joies, ses tristesses, la dureté de l'existence à cette période-là, la dureté des conditions de vie, la monstruosité qui était cette maladie en fait, parce que du coup, à l'époque, les médicaments, moyens, hein. Et puis ils étaient très pauvres, c'était la guerre. C'est un roman très émouvant, très poignant. J'ai failli avoir un coup de cœur. On est passé à ça. Mais vraiment, en fait, j'aurais aimé que le roman dure plus longtemps. Parce que du coup, on ne voit que 3 jours de sa vie. J'aurais aimé en voir plus. En plus, cette femme a un petit frère qui est revenu de la guerre muet, totalement dévasté par cette guerre. Donc j'aurais aimé en prendre un peu plus sur lui aussi. À la fin du roman, il se passe quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. Enfin, oui, dans les mentalités, on va dire, c'est révolutionnaire. J'aurais aimé aussi qu'on apprenne un peu plus sur ça, sur ce qu'elle va devenir, ce qu'elle va en faire, voilà. Donc, je vous conseille à 1000% ce roman. Je pense que c'est le roman que je vous conseille le plus de toute ma sélection, enfin tout mon deck lecture, parce que vraiment, il est ultra touchant, ultra émouvant. Par contre, attention, y a plein de sujets comme la grossesse, l'avortement, la mort, la guerre, la maladie, enfin plein de sujets très très durs qui peuvent heurter, donc n'y allez pas si vous cherchez quelque chose d'heureux, clairement, ça va sans dire. Mais si c'est des sujets qui peuvent facilement vous toucher, je vous conseille pas forcément celui-là. Voilà pour cette update lecture. Au final, j'ai parlé de plus de livres que je pensais, puisqu'au fur et à mesure que je pensais, j'en pensais à d'autres. J'espère qu'il n'aura pas été trop long, et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres de ma sélection. Pourquoi je dis sélection ? C'est pas une sélection
de ma présentation. Voilà, je sais pas mieux. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, je viens de le dire, commenter. Oh, c'est compliqué aujourd'hui, je vous jure. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.